Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour à l'auditoire, bonjour aussi au lycée de Kuala Lumpur et de Nantes qui sont avec nous en direct, on m'a demandé de dire ça, et de vous rappeler aussi que vous pouvez poser vos questions avec le hashtag Printemps de l'économie, tout en attaché. Alors, vous vous en doutez, je ne suis pas Virginie, mon voisin, elle n'a pas changé de sexe pendant la nuit, je suis Danny Lang, et Virginie a eu un empêchement lié au climat social, puisqu'elle est à Grenoble, et c'était juste impossible de venir aujourd'hui à Paris. Donc j'ai accepté de la remplacer au pied levé. Voilà, j'arrive directement de la manif contre la réforme des retraites, et donc je vais avoir le plaisir d'animer cette session qui s'intitule Inflation, climat et conflit de répartition, un beau programme. J'aurais bien aimé qu'on ait 4 ou 5 heures pour en parler, mais là on n'a qu'1 heure, et on a le grand plaisir d'accueillir 2 membres des économistes atterrés, en l'occurrence Anne Edoux, maîtresse de conférence au Conservatoire national des arts et métiers et chercheuse au CEET, Centre d'études de l'emploi et du travail, et aussi Gilles Rotillon, l'un de mes co-auteurs avec qui je prends toujours plaisir à écrire. Gilles Rotillon, qui est professeur émérite de Nanterre. Voilà, et puis en ligne, on aura Jean-Paul Paulin, qui est professeur émérite à l'Université d'Orléans, et qui sans doute n'aura pas le même point de vue que nos autres intervenants, et c'est extrêmement intéressant. Alors, émérite, ça veut dire vieux. Oui, Jean-Paul, vous êtes là? Je suis là, je vous entends très bien. Très bien. L'esprit est donc parmi nous. Voilà. Donc on va, sans plus attendre, on va commencer. Je vous propose de respecter l'ordre du programme par Anne Edoux. Ensuite, on écoutera Jean-Paul Paulin. Et on finira, last but not least, par Gilles. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci Dany. Alors, je vais commencer sur ce que je qualifierais de crise, hein, aujourd'hui, peut-être même de multicrise, puisque on a une crise liée à l'inflation, qu'on peut qualifier de crise du coût de la vie, et qui s'insère en fait dans un enchaînement de crises sanitaires, peut-être une crise financière, enfin voilà. Et bien sûr, la crise climatique. Alors, je m'appuie sur cette présentation sur un travail que j'ai fait avec une collègue grecque pour la rédaction d'un chapitre de l'Euromémorandum, qui est un chapitre fait par... l'Euromémorandum qui est fait par des économistes hétérodoxes à propos de la politique européenne. Donc, l'inflation actuelle, elle fait partie d'une crise du coût de la vie. Elle est aussi révélatrice, c'est l'intitulé de notre session, d'un conflit de répartition, et d'un conflit de répartition qui est défavorable aux travailleurs et aux travailleuses. Aujourd'hui, l'inflation n'est pas du tout liée à une boucle prix-salaire. Au contraire, il y a une dévalorisation des salaires réels et des prestations sociales. Et on a aussi une inflation qui pèse particulièrement sur les ménages modestes. Cette crise, elle est aussi révélatrice de désordres mondiaux. C'est une crise de la mondialisation. On a eu, juste après la crise sanitaire, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, des chaînes qui précisément avaient été conçues pour comprimer les prix, et qui finalement, entraînant des pénuries après la crise sanitaire, ont au contraire alimenté la hausse des prix, ce qui a été ensuite aggravé par la guerre en Ukraine. On a également une crise de la reproduction sociale, ce que les anglo-saxons appellent la reproduction sociale, c'est-à-dire des difficultés qu'a la société à se reproduire. On l'a vu pendant la crise sanitaire, hein, une crise que les anglo-saxons appellent crise du care ou crise du soin, c'est-à-dire qu'on a assisté pendant des décennies d'austérité à une érosion des services essentiels, notamment
à l'hôpital, mais aussi les services de prise en charge de la dépendance des personnes âgées, de prise en charge des enfants. Et puis enfin, dernière dimension de la crise environnementale. Le capitalisme mondialisé et financiarisé s'avère destructeur pour la planète et on assiste aujourd'hui à la mise en place pour le climat de mesures néolibérales qui sont en échec. Donc, premier élément, on va pouvoir passer au premier graphique, la première diapositive que j'ai fournie pour cette présentation. Si elle arrive, voilà. Donc là, c'est un graphique sur les paniers de biens en zone euro selon les quintiles de revenus. Alors, c'est des données de 2015, hein, parce que l'enquête sur le budget des ménages, elle est très incomplète, donc c'est difficile à actualiser. On n'a pas vraiment de données satisfaisantes plus récentes. On divise la population en 5, parce que tout le monde n'est pas forcément... Vas-y, fais le commentaire du tableau. Voilà, on divise la population en 5 et on regarde qui a quoi. Voilà. Donc c'est les quintiles de revenus, hein, qui distinguent donc selon les niveaux de revenus. Et ce que montre ce graphique, c'est que les ménages à bas revenus sont ceux qui consacrent une plus grande part de leurs revenus aux biens essentiels. Donc c'est aussi les plus vulnérables aux hausses des prix alimentaires et de l'énergie qui ont eu lieu en 2022 et 2023. Et c'est également ce que montre la décomposition du graphique, c'est également les plus vulnérables à la hausse des loyers à laquelle on a assisté en Europe, notamment depuis 2010. Donc on a une inflation qui percute les plus bas revenus et on peut voir sur le graphique suivant qui illustre le différentiel d'inflation entre les plus bas et les plus hauts quintiles de revenus des ménages dans la zone euro, que l'écart de taux d'inflation entre les plus bas et les plus hauts revenus s'est accru depuis 2020. On est passé de 0,1 point de pourcentage en septembre 2021 à 1,9 point de pourcentage en septembre 2022. Et donc, on a des ménages à bas revenus qui ont plus de contraintes de liquidité, moins d'épargne pour faire face à l'inflation. Et par ailleurs, ces ménages à bas revenus sont aussi ceux qui jugent plus souvent inadéquates les mesures gouvernementales pour modérer la hausse des prix de l'énergie. Donc, ça montre aussi les problèmes sociaux auxquels on peut assister en Europe, hein, voilà, des manifestations, il n'y a pas qu'en France, hein, sur les salaires, sur la protection sociale. Un petit point aussi sur les inégalités entre femmes et hommes, parce que finalement on a une crise de répartition entre les hauts et les bas revenus, mais c'est aussi une crise qui se fait au détriment des femmes. Elles sont particulièrement touchées par l'inflation. D'abord parce que en Europe comme en France, elles sont majoritaires parmi les travailleurs au salaire minimum. Et ce salaire minimum réel, il a diminué dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Elles sont aussi majoritaires dans la pauvreté monétaire et dans la pauvreté en conditions de vie. Et enfin, elles sont majoritaires dans les ménages monoparentaux qui sont surexposés à la pauvreté. On peut aussi préciser qu'elles sont moins souvent détentrices de capitaux et qu'elles sont aussi en charge plus souvent de la gestion quotidienne et des difficultés qui sont liées au coût de la vie. Alors on peut voir sur le graphique suivant qui illustre quelque chose de bien connu qu'on observe en France mais aussi au niveau européen. C'est l'évolution de la part des salaires dans le PIB et l'évolution de la part des profits. Donc sur le long terme, depuis les années 70, pardon, on observe que la part des salaires a considérablement diminué et elle stagne depuis 2005-2010.
alors qu'à l'opposé, la part des profits dans le PIB a beaucoup augmenté et elle aussi stagne depuis quelques années au niveau européen. Donc ces éléments voilà, montrent bien qu'on a ce conflit de répartition qui se fait au détriment du travail et en faveur du profit. On a une sorte de gel de la situation depuis quelques années et qui fait que voilà, ça renforce l'impact de l'inflation. Alors, juste si je peux me permettre, Anne, puisqu'on est suivi par des lycéens, la part des salaires, c'est quand on a 100 € de richesse créée, qu'est-ce qui va au salaire, le reste allant au profit. Voilà. Et inversement, la part des profits, c'est ce qui ne va pas au salaire. Merci, Dany. Non, mais je t'en prie. Alors, la France est un peu un laboratoire de ce qui se passe en Europe et des effets de l'inflation. Si on prend le cas des gilets jaunes en France, donc on peut regarder le graphique suivant. C'est un petit graphique qui a été fait par France Stratégie, qui est très semblable au premier que j'ai présenté. Donc là aussi, on a un découpage de la population selon les niveaux de revenus. Et le graphique montre l'évolution du poids des dépenses préengagées dans les dépenses totales entre 2001 et 2017. Donc ces dépenses préengagées, finalement, c'est toutes les dépenses qui se font un peu automatiquement. Hein. Donc dedans, il y a les loyers, il y a les assurances, la redevance de la télé, le téléphone, etc. Et ce graphique montre que pour les catégories les plus pauvres, non seulement les dépenses préengagées ont toujours représenté une plus grande part du revenu, mais elles ont très nettement augmenté entre 2001 et 2017 et beaucoup plus que pour les ménages aisés ou même que pour la moyenne de la population. Et ça éclaire un peu la révolte des Gilets jaunes qui a eu lieu en 2018. C'est une taxe carbone, donc on rejoint ici les enjeux environnementaux qui a mis le feu aux poudres. Et le mouvement des Gilets jaunes était très demandeur de plus de justice sociale, fiscale, de hausse des salaires minima, de plus de démocratie. Il a été interprété par un sociologue, Blavier, comme une révolte des budgets contraints. C'est-à-dire le fait que voilà, les plus modestes ont des budgets extrêmement contraints et pour eux, une moindre hausse des prix devient une catastrophe et ça illustre bien ce mouvement des Gilets jaunes, à la fois les effets que peut avoir l'inflation sur les foyers les plus modestes et puis aussi l'échec des politiques publiques. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Tu tiens la montre. Oh, il te reste 9 minutes 30, donc... Combien ? 9 minutes 30. 9 minutes 30, alors c'est parfait. Ça devrait aller. Donc, pour revenir un peu sur cette question des femmes, hein, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que les femmes, c'est à la fois les ménages les plus modestes et les femmes qui sont aux premières loges. Singulièrement, les femmes ont été visibles dans le mouvement des Gilets jaunes. Parmi les leaders, il y avait aussi des leadeuses, enfin des meneuses. Il y a eu aussi une marche des femmes en janvier 2019. Et voilà, c'est pas un hasard, les femmes sont majoritaires parmi les bas salaires, majoritaires parmi les petites pensions, majoritaires parmi les parents de familles monoparentales précaires. Voilà, donc ce mouvement-là, il illustre bien les défis actuels qui sont finalement amplifiés par l'inflation récente, par cette crise du coût de la vie, des défis qui sont sociaux, qui sont environnementaux, je dirais qui sont aussi féministes. Hein. On a aujourd'hui des services publics qui ont été éreintés par des décennies d'austérité et par 3 ans de pandémie. Il y a un manque de lits et de soignants dans les hôpitaux, un manque d'enseignants et d'enseignantes dans les écoles, une érosion des transports publics, un manque d'investissement public et d'infrastructures pour les énergies renouvelables. Il y a aussi signe que peut-être on est au bout de cette austérité, j'espère, des difficultés de recrutement dans les métiers essentiels.
les services publics, ces métiers essentiels qui sont aussi des métiers à prédominance féminine, santé, éducation, accueil de la petite enfance, prise en charge de la dépendance, des métiers où les conditions de travail sont dégradées après des années d'austérité et où les salaires ont été vraiment très peu, insuffisamment revalorisés. On peut parler de crise du care, c'est le terme anglo-saxon pour le soin, qui touche particulièrement les femmes. On a aussi aujourd'hui une ampleur très grande des emplois précaires en France et en Europe, de salaires qui sont sous-évalués. Le salaire minimum, il est très souvent défini en référence à des emplois stables et à temps complet, mais en fait, ça ne concerne pas tout le monde. Et on a aussi eu une hausse de la pauvreté laborieuse dans de nombreux pays de l'Union européenne ces 10 dernières années. Les minima sociaux ne sont pas suffisants pour faire sortir de la pauvreté, et ils le sont encore moins aujourd'hui après des décennies d'activation où l'objectif prioritaire a été le retour à l'emploi au détriment de la lutte contre la pauvreté des plus précaires. Et puis enfin, les défis environnementaux, eh bien, finalement, ils sont très peu pris en charge, que ce soit en France ou en Europe. Et dans l'ensemble, on a des politiques qui s'avèrent inadéquates. Les mesures environnementales, si on prend par exemple le pacte vert pour l'Europe, c'est aussi vrai pour le plan de relance en France. On a une logique qui est principalement néolibérale, une logique incitative qui mise sur les acteurs privés et sur la finance, avec des logiques de verdissement de la finance, des logiques de l'offre, de distribution d'aides un peu relevant du saupoudrage des aides aux entreprises sans réelle contrepartie. Et puis, par contre, il y a une carence d'investissement public et de planification publique de cette transition. Pourquoi? Eh bien, parce que on est très largement, après la crise sanitaire, revenu à une logique d'austérité qui est complètement à contretemps par rapport aux enjeux sociaux et climatiques. La Banque centrale européenne a significativement remonté ses taux d'intérêt directeurs en 2002-2003. La Commission européenne fait des recommandations pour 2003 qui confirment le retour à l'austérité. Et donc, ça expose l'Union européenne à la hausse du chômage, à une crise des dettes privées, et puis surtout, ça interdit à l'Union européenne de s'acquitter de ses engagements sociaux et environnementaux. Donc, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, l'Union européenne a activé une clause dérogatoire au pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire qu'elle a permis ce qu'on a appelé en France le quoi qu'il en coûte, le fait que l'État dépense pour sauver les économies. Et finalement, c'est terminé. Aujourd'hui, on revient à l'austérité, c'est-à-dire qu'on s'interdit de dépenser pour sauver la planète. Alors, on a des sortes de paradoxes, c'est-à-dire que l'Union européenne, et on peut faire le même constat pour la France, affiche des objectifs ambitieux, des mesures ambitieuses, mais sans avoir les moyens de les financer. Donc, par exemple, on a une directive sur les salaires minima adéquats dans l'Union européenne qui date d'octobre 2022, donc qui entend assurer un niveau de vie décent aux salariés à temps complet. Donc, en soi, c'est plutôt une bonne directive. Simplement, le calendrier est trop lent, 2 ans, dans un contexte d'inflation qui nécessiterait des mesures urgentes. Et puis, il n'y a pas de mesure d'indexation de ces salaires minima sur l'inflation. On a aussi dans l'Union européenne un précédent qui est la recommandation sur les minima sociaux adéquats, mais qui finalement n'a rien donné.
Il y a aussi, depuis septembre 2022, une stratégie européenne du CARE pour développer les modes d'accueil des jeunes enfants et promouvoir les soins de longue durée pour les personnes âgées dépendantes, tout en améliorant les conditions de travail et les salaires dans ces secteurs. Mais finalement, là non plus, ça n'est pas financé. De même qu'on a tout récemment une directive transparence salariale qui vient d'être mise en place pour améliorer l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Mais là encore, aucun budget pour cette égalité salariale. Et donc voilà, il y a un décrochage entre les annonces et l'austérité qui prédomine en Europe. Donc peut-être quelques minutes encore, 2 minutes, sur les politiques qui seraient nécessaires pour assurer cette transition sociale et environnementale, pour faire en sorte, c'était notre intitulé, qu'on puisse répondre à la fois aux difficultés qu'ont les ménages modestes de boucler leur fin de mois, et puis, pour répondre aux défis climatiques, celui d'une fin du monde. Donc, pour la fin du mois, il y a des objectifs de court terme qui sont très importants et qui supposent de réduire drastiquement les inégalités entre les plus aisés et les plus modestes, par une revalorisation des salaires, notamment des bas salaires, et par des transferts sociaux. Il faudrait accélérer la mise en place de la directive européenne sur les salaires minima et indexer les salaires. Il est aussi essentiel de re-réguler l'emploi. On est allé beaucoup trop loin dans les réformes néolibérales qui ne sont pas parvenues à lutter contre le chômage et qui ont au contraire fragiliser l'emploi. Pour ce qui est des salaires, on a des exemples de pays européens qui ont revalorisé les salaires, comme l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, qui est plutôt même l'Espagne un exemple en matière d'égalité salariale. Et puis, enfin, pour que les fins de mois difficiles n'empêchent pas de lutter contre la fin du monde, il est essentiel d'investir dans les services publics et les infrastructures pour répondre à la crise du coût de la vie à court terme et pour ancrer et accélérer la transformation écologique. Donc, garantir l'accès aux services et aux biens essentiels, notamment de santé, d'éducation, pour aussi ancrer les changements écologiques. J'ai fini, d'accord. Et donc, pour, je dirais, le mot de la fin, voilà, il est essentiel d'investir, de dépenser, de rompre avec les dogmes de l'austérité pour laisser une planète habitable à nos enfants. Je sais qu'on va opposer à mes arguments celui de la dette insoutenable à nos enfants, mais il vaut mieux que nos enfants soient vivants pour payer la dette et qu'on leur laisse un monde habitable et prospère plutôt qu'un monde invivable. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci Anne, bravo. Alors je me suis... Alors la raison pour laquelle je me suis permis de t'interrompre, et je vais interrompre aussi Jean-Paul et Gilles s'il le faut, c'est parce qu'on a un public qui est assez jeune, et en plus on m'a dit qu'il y a des lycées en ligne, donc voilà, merci pour cette présentation très riche, et je suis sûr qu'elle suscitera beaucoup de questions. Alors maintenant on va entendre un discours qui je pense est assez différent avec Jean-Paul Paulin. Jean-Paul, vous êtes toujours parmi nous ? Oui, oui, tout à fait. Donc, comme pour Anne, je vais vous laisser... Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien et on vous remercie d'avoir accepté de participer à cette session des atterrés. Donc, comme pour Anne, vous aurez 20 minutes et je me permettrai de vous interrompre parce qu'une fois de plus, le public est assez jeune, donc je préfère qu'on explique les termes techniques pour lever éventuellement les ambiguïtés, si ça ne vous pose pas de problème. En tout cas, je vous laisse la parole pour 20 minutes maximum.
Bien, merci. Oui, en effet, c'est quand même moins sympathique de participer à une session telle que celle-ci en visio. Mais bon, j'ai été moi aussi empêché pour des raisons de transport. Alors, puisque c'est effectivement, puisque vous avez insisté, il y a des lycéens dans l'écoute aujourd'hui, dans le public, je vais essayer d'être d'abord pédagogue sur l'inflation, parler de l'inflation, de la façon dont on peut y faire face, ou dont on essaye d'y faire face, avant d'en venir à une question peut-être plus prospective, qui est du même ordre. C'est-à-dire, on va toujours parler d'inflation, mais d'une inflation d'une autre nature. Alors, l'inflation, d'abord, ça c'est une chose importante, c'est pas une augmentation à un moment donné du niveau des prix. L'inflation, c'est une hausse entretenue du niveau des prix. C'est-à-dire, c'est une hausse durable, durant laquelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les prix font une course-poursuite les uns par rapport aux autres. Les revenus, il y a une course-poursuite entre les revenus, entre les salaires et les profits, qui donne précisément sa dynamique au phénomène. L'inflation est un phénomène dynamique, mais un phénomène durable. Donc, quand je parle de course-poursuite entre les prix, de course-poursuite entre les revenus, je parle fatalement d'un conflit de répartition. C'est que, en effet, s'il y a cette spirale entre les salaires et les prix, c'est que les prix augmentant pour une raison quelconque, ceci va donner lieu à une réplique des salariés qui vont vouloir indexer leurs revenus sur les prix, et en obtenant satisfaction, c'est-à-dire en obtenant des augmentations, vont continuer à faire augmenter les prix, puisque les salaires entrant dans le coût de production, ceci va effectivement provoquer une nouvelle hausse, un nouveau cycle de hausse des prix, etc. Donc, bien comprendre que derrière l'inflation, il y a toujours en effet un conflit de répartition. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'y répondre? Au passage, je voudrais dire qu'il serait trop simple de ramener l'inflation actuelle à simplement une hausse des prix des matières premières, une hausse du prix de l'énergie, due par exemple à la guerre en Ukraine. Il faut aussi considérer que la façon dont a été gérée la crise sanitaire a elle aussi sa part de responsabilité. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a vu arriver la crise sanitaire, eh bien, tout le monde a craint qu'il y ait une sorte de déflation. Et beaucoup ont considéré qu'il allait y avoir une déflation et que donc il fallait mettre le paquet, le fameux quoi qu'il en coûte, de façon à éviter cela. Mais probablement on en a trop fait. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement beaucoup de sommes distribuées, redistribuées. On a essayé de maintenir les capacités productives, ce qui était une bonne chose. On a essayé de maintenir les revenus de façon générale. Donc la dette a bondi. Il y a eu un endettement très, très important, et ceci pas seulement en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans l'ensemble des pays dits avancés, puisqu'on est passé de 60%, la dette est passée de 60% du PIB avant la crise financière de 2008 à aujourd'hui quelque chose qui est en France aux alentours de 114%. Donc, si vous prenez les pays avancés au sens du FMI, il y a eu en gros un doublement de la dette publique en 15 ans. Et donc, ce qui s'est passé, contrairement à ce qu'on imaginait, il y avait d'ailleurs des gens qui voulaient qu'on en fasse plus. Il y avait un certain nombre de gens qui proposaient que l'on distribue de la monnaie par hélicoptère pour essayer d'éviter cette déflation. Ils étaient d'ailleurs
de tous les bords, je ne vais pas les citer, mais c'est vrai qu'il y avait une sorte d'unanimité sur cette question. En réalité, on a pu observer à la sortie de la crise qu'il y a eu une augmentation du taux d'épargne en France. Il y a eu une forte augmentation du taux d'épargne, une augmentation qu'on n'avait jamais vue, ce qui a évidemment permis ensuite de nourrir la demande. Donc, face à la politique monétaire s'en est mêlée, on lui a demandé de soutenir les dettes publiques, ou elle l'a fait d'ailleurs de façon spontanée. Toujours est-il que on s'est trouvé avec une augmentation de la demande à la sortie de la crise sanitaire, et en même temps à une contraction de l'offre, au moins de l'offre dans certains pays, d'où la question de ce qu'on a appelé les chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, eh bien, on était très dépendant dans les composants, dans nos productions, d'intrants ou d'input, hein, de composants qui venaient de l'extérieur. Or, l'extérieur, par exemple la Chine, elle avait géré la crise sanitaire de façon bien différente de la nôtre, de sorte que quand nous on est sortis, eh bien, ça a été difficile de remettre en marche les chaînes de valeur en question et de retrouver les composants qu'on utilisait jusque-là. Et donc, on a eu un phénomène classique d'augmentation de la demande avec une offre contractée, et ceci a aussi nourri l'inflation. Il faut bien voir que l'inflation, c'est pas simplement la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie. Alors, quand on a un conflit de répartition, qu'est-ce qu'on peut faire? Une façon de faire, ça peut être, par exemple, d'augmenter les impôts ou de réduire les dépenses publiques, c'est-à-dire de faire de la politique budgétaire. Autre solution, ça a été de demander aux politiques monétaires, ce qui est bien la moindre des choses, puisque leur objectif principal, c'est la stabilité des prix, donc demander aux banques centrales de faire leur travail, et pour cela, elles ont commencé très timidement de la part des politiques de la Banque centrale européenne, un peu plus vigoureusement de la part de la Banque centrale américaine. On peut aussi citer la Banque d'Italie et même la Banque du Royaume-Uni. En tout cas, elles ont remonté les taux d'intérêt, des taux d'intérêt qui étaient arrivés à des niveaux extrêmement faibles, et il faut se rappeler de ça. Nous avons eu des taux d'intérêt pendant une très longue période, des taux d'intérêt très faibles, qui, bon, d'une certaine façon, ont permis le développement de l'inflation, mais qui aussi ont été à l'origine de distorsions, de déséquilibres. On pourra y revenir, j'aimerais bien qu'on y revienne d'ailleurs, parce que cette idée qu'il faut absolument avoir des taux d'intérêt pas très bas, voire négatifs, ce qui est arrivé en Europe, en tout cas les taux de la Banque centrale, eh bien, bon, ça n'est pas sans conséquence. Troisième solution, eh bien, ce serait de demander à l'État de prendre en charge une partie de l'augmentation des prix, ce qui a été fait par exemple dans le cas des carburants, puisque l'État donc a accordé des chèques énergie, donc ça c'était plutôt ciblé, ou tout simplement une baisse du prix du carburant, des réductions dans les taxes, de façon à faire baisser le prix de l'énergie. Alors, ça c'est très bien, enfin c'est une politique de redistribution, sauf que en effet c'est pas de cette façon qu'on va pouvoir réduire ou simplement stabiliser l'évolution de la dette. Il y a une autre solution qui serait une politique des revenus. Une politique des revenus, ça consiste à demander aux partenaires sociaux de discuter, de s'entendre, enfin d'arriver à un accord pour éviter justement que le mouvement s'amplifie, s'entretienne, c'est-à-dire cette course entre les prix, entre les revenus. Cette politique a été utilisée
de façon assez pertinente, d'ailleurs au début des années 80, lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir, et sous la houlette de Jacques Delors, et c'est vrai qu'on a réussi à ce moment-là à stabiliser les prix. Enfin, pour une politique des revenus telle que je la décris trop brièvement, il faut pour cela qu'en effet, il y ait une discussion avec les partenaires sociaux, et donc qu'il y ait une discussion, une reconnaissance du respect vis-à-vis de ces partenaires sociaux, cette condition n'étant peut-être pas complètement requise et matérialisée par les temps qui courent. Donc, voilà. Et la dernière solution, c'était celle qu'évoquait la précédente intervenante, et je suis tout à fait d'accord là-dessus. La meilleure solution, c'est évidemment la croissance, essayer d'ouvrir la contrainte, ou de déplacer la contrainte. Aujourd'hui, on a effectivement une contradiction entre la politique budgétaire et la politique monétaire, et la seule façon de surmonter cette opposition, c'est justement de mettre une certaine liberté, de donner une marge de manœuvre, et cette marge de manœuvre, il faut la chercher dans la croissance. J'aurais répété ou rappelé à ce sujet que nous avons une croissance tout à fait anémique sur l'ensemble des pays avancés, à l'exception des États-Unis à la fin des années 90. C'est vrai qu'on a des taux de croissance très faibles, et c'est très paradoxal parce que on nous avait vendu dans les années 90 l'idée que nous étions entrés dans une révolution, une nouvelle révolution industrielle. Et cette nouvelle révolution industrielle, elle se traduit par des taux de croissance de l'économie qui sont très faibles. Il y a sans doute des choses à regarder de ce point de vue. On ne peut pas se satisfaire de cette idée que nous serions rentrés dans une stagnation séculaire. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'inflation. Maintenant, c'est vrai qu'il faut réfléchir en dehors de l'inflation dont on vient de parler, qui est au fond une inflation très traditionnelle, quoi. Il y a une augmentation des prix des matières premières, des prix de l'énergie. On a connu ça durant les années 70, un peu le début des années 80. Bon, aujourd'hui, il y a effectivement, pour d'autres raisons, il y a un peu la même chose. Quant à la question de l'augmentation des prix liés à une mauvaise politique conjoncturelle, on en a également de très nombreux exemples. Mais c'est vrai qu'il y a en plus un défi qui nous attend, qui est le défi de l'augmentation des prix due à la transition écologique, puis il faudrait même y rajouter l'augmentation des prix liée à la réindustrialisation du pays, liée à la relocalisation d'un certain nombre de nos activités, liées, si on veut, à la démondialisation. Je me rappelle qu'il y a quelques années, quand on discutait entre amis sur la démondialisation, certains disaient que c'était absolument effrayant ce qui nous attendait, parce que ça allait conduire à une augmentation des prix. C'est ce qu'on faisait produire dans des pays émergents ou des pays en développement à moindre frais. On a pu vérifier que c'était extrêmement, c'était dangereux, il y avait des risques, et qu'on ne pouvait pas s'en tenir là, et que donc il serait bon d'avoir une autonomie économique qui soit plus efficace que celle dont nous disposons aujourd'hui. Donc tout ça, fatalement, je veux dire crise écologique et relocalisation des activités, réindustrialisation du pays, en lien d'ailleurs avec la croissance. Tout cela, ça doit vraisemblablement faire monter les prix.
C'est là, effectivement, que va arriver une contradiction entre la volonté peut-être de réduire les inégalités, en tout cas d'éviter la poursuite de l'inflation, et puis ce que l'on souhaite faire par ailleurs, c'est-à-dire d'abord à augmenter notre autonomie économique, et puis d'autre part répondre à la crise écologique. Alors, cette crise écologique, c'est sûr qu'elle va demander des investissements importants, c'est sûr qu'elle va impliquer que nous passions d'énergies moins coûteuses à des énergies plus coûteuses, et ceci, on devrait le retrouver dans les prix. Donc, que faire? Alors, première solution, on va chercher à combattre cette inflation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va tenter de réduire la demande pour revenir à notre objectif d'inflation de 2%. Notre objectif, mais je vais m'en expliquer. Donc, tout le monde a en tête cette cible de 2%. Dans les pays avancés. Et donc, si on y parvient, alors on va y parvenir, comme je l'ai dit, par une politique budgétaire restrictive ou une politique monétaire également restrictive. Si on fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix là, de l'énergie, les prix des produits dont les composants auront été relocalisés, ils vont fatalement augmenter. Donc, si vous voulez revenir à 2%, alors qu'il y a des prix qui, eux, augmentent de façon certaine, eh bien, c'est que il faut que ce soit les autres prix qui diminuent, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas touchés par les 2 points dont je parle. Et cela implique une déflation dans ces produits, dans ces branches de l'activité. Et ça, évidemment, c'est pas bon, parce que ça veut dire que ces secteurs vont étant touchés, vont perdre des emplois, vont devoir réduire leur activité, devoir réduire leurs salariés, et en conséquence, nous répondrons à ce défi de la transition écologique et du reste par une réduction de la croissance, à nouveau, une réduction donc du dynamisme de l'économie. Donc c'est sans doute pas satisfaisant. Alors la deuxième solution, ça consiste à dire on va laisser faire, c'est-à-dire qu'on va changer d'objectif d'inflation. Cet objectif d'inflation qu'on s'est donné là, tout le monde parle des 2%. En principe, c'est censé être le taux d'inflation optimal, c'est-à-dire le taux d'inflation qui permet une croissance durable et solide, c'est-à-dire une inflation qui évite les distorsions qui pourraient entrer en contradiction avec la croissance désirée. En fait, 2%, comment fait-on pour arriver à ce chiffre? Alors, quand vous regardez, c'est un débat qu'on a eu, oui, dans les années 80-90. Jean-Paul, pardon, oui. Je me permets de vous interrompre, mais il reste 1 minute, donc voilà. Ah, c'est très peu. Oui, oui désolé. Alors, ce débat, on l'a eu. Et en fait, les travaux qui ont été faits sur ce domaine n'ont pas abouti du tout. Donc 2%, c'est arrivé comme ça. Ce qu'on sait, c'est que vraisemblablement, ça vient de la structure de l'économie. On voit d'ailleurs que dans les pays en développement, on est tombé sur des taux plus élevés que dans les pays avancés. Il n'y a aucune raison pour que nous ayons le même taux d'inflation optimale que les Américains, par exemple. Et cependant, donc, il y a cette question, voilà, cette deuxième solution, mais cette solution, elle va évidemment conduire à des inégalités, puisqu'il est dit que l'inflation, cette inflation conduit toujours à des inégalités. Alors sur ce point,
je voudrais, je vais terminer là-dessus puisque j'ai épuisé mon temps, je voudrais dire que cette question de l'inflation et les inégalités, c'est une question très difficile. Et pour moi, il n'est pas question de dire que l'inflation, c'est systématiquement au détriment des plus pauvres et au bénéfice des plus riches. Il y a eu des études là-dessus qui ont été faites, qu'on trouve d'ailleurs dans le laboratoire, je ne sais plus comment ça s'appelle, des inégalités. L'INSEE a fait des choses extrêmement précises dans sa dernière note de conjoncture d'ailleurs, la note de conjoncture de mars, et dans des travaux qui ont été faits il y a 2-3 ans. Il n'est pas vrai que systématiquement, ça peut être vrai dans ce qui se passe aujourd'hui, il n'est pas vrai que que l'inégalité, que l'inflation augmente systématiquement les inégalités. Ce qui est vrai, c'est que évidemment, lorsque il y a inflation, cette inflation, d'une certaine façon, c'est une réduction, c'est une taxe, c'est une réduction du pouvoir d'achat. Quand vous êtes pauvre, c'est clair que si en plus on vous taxe, vous allez le vivre moins bien, beaucoup moins bien que si vous êtes riche et que, au fond, cette taxe, elle peut venir en déduction de l'épargne que vous faites. Donc j'en reste là, même si effectivement j'aurais eu plein d'autres choses à dire. Merci, Monsieur le Président. Oui, non, mais je pense qu'on vous redonnera la parole à l'occasion de la session de questions. Donc on vous remercie de cette intervention. Je pense d'ailleurs qu'il y aura des points d'accord, mais aussi des points de désaccord, notamment parce que au sein des atterrés, dans notre dernier ouvrage, et d'ailleurs qui s'appelait « De quoi avons-nous vraiment besoin ?» et dans le prochain ouvrage qui sera le prolongement de celui-ci, nous essayons de penser la question de la presse, qui inclut certaines des choses qui ont été évoquées par M. Paulin à l'époque, à l'instant, et notamment la question de la transition écologique et de la relocalisation des activités. Et d'ailleurs, il me semble, mais tout à l'heure, je vous reposerai cette question, il me semble qu'il y a l'angle mort de l'importance de la dette privée qui est très lourde aujourd'hui et qui est problématique. Et aussi la question de la durabilité des produits, parce que si les produits sont plus chers mais durent plus longtemps, après tout, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir ce genre de production? Je passe maintenant la parole à Gilles Rotillon, qui va, je suppose, tenir un discours différent et complémentaire ou contradictoire sur certains points. Merci Gilles. Bon, bonjour à tous et à toutes. Ce que je vais vous proposer, c'est une espèce de grille de lecture du contexte dans lequel on est aujourd'hui, qui repose sur l'idée qu'il faut distinguer 3 types de biens. Gilles, plus proche du... Plus proche, d'accord. Voilà. Oui, donc il faut distinguer 3 types de biens. Il y a des biens privés. Des biens privés sont des biens de consommation, c'est le téléphone portable, c'est les abonnements à diverses choses, etc. C'est les vêtements qu'on achète, bon bref, tout ce qui se trouve sur le marché finalement, tout ce pour lequel on est obligé de passer par le marché. Et puis, avec les biens privés, il y a des biens publics. Alors, les biens privés, il y en a depuis très très longtemps en fait, hein. Les biens publics, il n'y en a pas depuis si longtemps que ça. En fait, les biens publics, c'est des biens dont la consommation par une personne n'empêche pas qu'ils soient aussi consommés par d'autres. Vous regardez une émission de télévision, l'émission, vous pouvez fermer votre poste, les autres peuvent quand même regarder l'émission de télévision. En tant que telle, l'antenne, la chaîne sur laquelle elle émet, c'est un bien public. L'appareil, lui, est un bien privé, évidemment, le poste de télé. Mais l'émission est un bien public. Les biens publics les plus importants, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la justice, on peut rajouter la défense, c'est la mobilité, enfin bref, on peut aligner comme ça tout un tas de types, de catégories dans lesquelles il apparaît aujourd'hui nécessaire d'avoir des conditions de vie qui soient minimales.
c'est assez récent. On peut dire que vraiment ça s'est développé après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu ce qu'on a appelé l'État-providence, qui a développé effectivement des services publics qui offraient à l'ensemble d'une nation un ensemble de services de ce type-là, donc une éducation pour tous, une santé accessible, etc., etc. Bon. Ces biens publics, il faut évidemment les financer. Et donc il y a un premier arbitrage qui se produit quand on a un revenu entre la part qu'on va dépenser en biens privés sur le marché et la part qu'on va dépenser pour qu'il y ait des biens publics. Cette part-là, c'est essentiellement des impôts, sous forme directe ou indirecte, sur le revenu ou TVA, en gros, pour prendre les deux gros. Donc évidemment, quand on a un revenu donné qui vaut un certain montant à un certain moment, si on dépense plus en biens privés, on aura moins d'impôts, mais on aura des biens publics de moindre qualité. C'est un arbitrage qui n'est pas évident à faire, qui d'ailleurs, quand on regarde le long terme, n'a pas existé avant le début du XXe siècle, et même plutôt à partir des années 20, parce que l'impôt sur le revenu, il a été créé de façon, sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, un peu après le début des années 20. Donc, je ne sais plus la date exacte, c'est 24, il me semble, bon, sous la forme telle qu'il existe aujourd'hui. Ça s'est fait avec des résistances énormes, hein. Les milieux patronaux, les commerçants étaient très opposés, la presse, Le Figaro à l'époque et tout, était très opposé à l'existence même de l'impôt sur le revenu. Donc à l'existence même de biens publics de qualité minimale. Finalement, aujourd'hui, on considère que c'est tout à fait nécessaire. Et même, il y a un débat autour de ça. Alors, en même temps, justement parce que tout le monde est bien convaincu qu'on a besoin d'un système de santé qui fonctionne, d'un enseignement de qualité, etc., etc., eh bien, il y a une acceptation de l'impôt. Les gens ne rechignent pas. Il y a toujours des gens qui essayent d'en payer le moins possible, mais globalement, dans les grands pays développés, les gens payent leurs impôts. Et donc, il y a effectivement des biens publics qui sont produits. Cet arbitrage, donc c'est un arbitrage encore une fois, parce que il y a un débat à faire interne entre disant combien je voudrais dépenser en téléphone portable, en jean, en paire de godasses, etc., etc., et combien j'aimerais avoir des systèmes de santé qui fonctionnent, un système d'enseignement efficace, etc. Donc si vous voulez beaucoup de l'un, il faudra avoir un peu moins de l'autre, à un moment donné. Cet arbitrage, il n'est pas le même pour tous. C'est évident que Bernard Arnault, il n'a pas le même arbitrage qu'un chômeur en fin de droit. Le chômeur en fin de droit, il est beaucoup plus contraint, ce que Anne montrait tout à l'heure. Les dépenses contraintes, qui sont très importantes dans les bas revenus, sont très faibles pour Bernard Arnault. Et en plus, il ne paye pas d'impôts. Quasiment pas. Donc, lui, les biens privés, c'est les jets. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc évidemment, quand on regarde dans le détail, dans une population, c'est pas la moyenne qu'il faut regarder, c'est les inégalités, et elles sont extrêmement importantes. Et là, on voit bien les problèmes de répartition qui vont se passer. Alors il faut rajouter aussi que, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une espèce d'acceptation par l'impôt. C'est vrai qu'il y a une acceptation par l'impôt, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la France peut emprunter assez facilement sur les marchés financiers, parce que le fait qu'elle puisse percevoir l'impôt, c'est une garantie pour ceux qui prêtent de l'argent d'être remboursés plus tard, puisqu'ils savent que l'argent va rentrer dans les caisses via les prélèvements fiscaux. Donc ils acceptent de prêter à la France et aux grands pays d'une manière générale. Donc c'est très important d'avoir une acceptation à l'impôt, parce que ça permet effectivement d'emprunter. En même temps, on vit une période où on voit bien qu'il y a un débat par rapport à ça dans la société à cause des politiques néolibérales qui ont été menées. L'hôpital est en décrépitude, l'enseignement, n'en parlons pas, c'est-à-dire que les grands biens principaux qui permettaient d'être financés par l'impôt, ils sont en baisse de qualité très forte. Le fait que, par exemple, on trouve une crise très grave de vocation chez les enseignants, on a du mal à recruter des enseignants. Vous savez qu'on engage aujourd'hui des enseignants en job dating, hein. En 10 minutes, vous passez un entretien et vous êtes engagé comme enseignant. Bon. C'est absolument hallucinant. Donc là, il y a une baisse de qualité évidente de l'éducation. Donc, il y a une remise en cause de cet arbitrage, mais globalement, dans la société. Alors, justement, il est discuté aussi, donc le fait qu'il soit discuté, le fait qu'il y ait des gens
qui y compris vont faire grève pour dire non, l'hôpital c'est important, il faut continuer à subventionner, il faut payer pour l'hôpital, il faut payer pour l'éducation, prouvent que c'est un arbitrage accepté. Tout le monde est bien conscient que ça existe et que il faut l'un et l'autre, et donc il faut discuter de la part qu'on accorde à l'un et de la part qu'on accorde à l'autre. Et cette part, elle n'est pas la même, encore une fois, suivant sa position dans la société, suivant qu'on a un faible revenu, suivant qu'on a un revenu très élevé. Donc ça, c'est le premier arbitrage. Et puis il y a un troisième type de biens, bien public, bien privé, comme je l'ai dit, et puis il y a un troisième type de biens, c'est des biens communs. Les biens communs, c'est des biens qui sont... Alors, avant de parler des biens communs, je rajoute un truc sur les biens publics. Ils ont une caractéristique aussi fondamentale, c'est qu'ils sont produits par un agent centralisé, par l'État. C'est l'État qui engage les fonctionnaires, les enseignants, le personnel hospitalier, qui fait les investissements pour qu'il y ait des hôpitaux, des écoles, des stades, etc. etc. Et donc, les biens publics sont produits par l'État, pour l'essentiel. Les biens communs, ils ne sont pas produits de façon centralisée. Alors, il y a deux grands biens communs aujourd'hui dont tout le monde parle, c'est le climat et la biodiversité. Alors, il faut bien regarder le côté, comment dire, la transformation incroyable que ça implique. Hein. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, on ne parlait pas vraiment de biens communs, même si on trouvait dans la littérature quelques références à ça. Mais globalement, le climat, ce n'était pas un bien. Bien, c'est une notion économique. Le climat, c'est un truc naturel. C'est l'action du soleil sur certaines parties de la Terre qui va se réfléchir. Enfin, il y a tout un phénomène chimique et physique qui se passe, et puis ça entraîne un certain type de climat. Et on n'y peut rien. Il pleut, il pleut, c'est comme ça. Il fait beau, tant mieux, mais on ne va pas changer ça. Depuis maintenant quelques années, alors maintenant c'est de plus en plus accepté, de plus en plus connu, on sait que l'homme a une action sur le climat. Il le change, donc il le produit d'une certaine façon. Il le transforme. Du coup, ça devient un bien, parce que c'est pas sans coût, le fait de faire ça. D'une part, ça entraîne des conséquences négatives, et puis d'autre part, si on veut que le climat il soit le mieux possible, il faut faire des investissements dans certains types d'énergie plutôt que dans d'autres, par exemple, dans les mobilités qu'on choisit, pour que le climat soit de la meilleure qualité possible. Donc, c'est de nouveau un arbitrage. Mais c'est plus un arbitrage bien privé, bien public, c'est un arbitrage bien privé, bien public, que tout le monde accepte, avec de l'autre côté les biens communs. Alors j'ai parlé du climat, le deuxième grand bien commun c'est la biodiversité. Donc ces deux grands types de biens, aujourd'hui, pareil, la biodiversité, le fait qu'il y ait des espèces d'une variété incroyable, qu'il y ait des gènes de façon très différente, etc., etc., c'est naturel, c'est l'évolution qui a créé ça, etc. Mais en fait, là aussi, l'homme, dans sa façon de consommer, de produire, il transforme ça. Il supprime des espèces, il les élimine. Par exemple, il y a quelques années, les seuls grands mammifères qui n'étaient pas en extinction, c'était des grands mammifères marins, parce qu'ils étaient trop profonds. Depuis maintenant 15, 20, 30 ans, on a des technologies qui permettent d'aller les embêter. Et donc ils sont en train de disparaître eux aussi. L'homme a réussi à faire disparaître tous les grands mammifères de la Terre. Je parle pas non seulement les diplodocus à l'époque préhistorique et tout, mais aujourd'hui les éléphants, les hippopotames, etc. sont en train de petit à petit disparaître. Il restait encore les grands mammifères marins, eh bien ça y est, ils sont en train de rentrer en voie d'extinction. Donc on agit sur la biodiversité de par nos modes de vie, de par nos façons de produire, de consommer, etc. Et donc cet arbitrage-là, il est très largement inconscient. En tout cas, il n'est pas perçu de façon aussi évidente que l'arbitrage bien privé, bien public. Du coup, le climat, oui, on sait, c'est problématique, ça va poser un problème, mais c'est plus tard, c'est pas tout de suite, on est finalement, on supporte aujourd'hui, bon, il a fait chaud l'été dernier, il va faire chaud le prochain été, mais c'est pas invivable, donc du coup, on n'est pas prêt à faire des efforts suffisants. Alors, je vais revenir sur le « on », parce que le « on » est très important. Je dis globalement, la société telle qu'elle se développe à travers les politiques qu'elle prend, les choix qu'elle fait, ne prend pas les mesures pour que les choses s'améliorent. Parce qu'on dit les consciences s'éveillent, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ces problèmes, etc. C'est vrai, mais
les émissions de gaz à effet de serre croissent au niveau global. Donc ça pose un problème, évidemment. On a beau dire qu'on fait quelque chose, ce qu'on fait, on le fait, mais c'est pas assez. Puisqu'on continue à accroître la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc on va vers une détérioration importante. Et quand vous regardez les rapports du GIEC, par exemple, chaque nouveau rapport fait le constat que c'est encore pire que le pire scénario qui avait été prévu dans le rapport d'avant. Qu'on a dépassé les pires prévisions qu'on imaginait. Et donc à chaque fois, le rapport dit il ne reste plus, le temps diminue. Maintenant, on va parler 2050, après c'est 2040, maintenant on parle de 2030. Donc si en 2030 on n'a pas sérieusement bloqué les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'avant on imaginait 2050, ça ne va pas du tout, quoi. Donc il y a vraiment un vrai problème d'arbitrage. Alors qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'il faut regarder qu'est-ce qui entraîne ça. Ce qui entraîne ça, on le sait bien, c'est les émissions de gaz, c'est donc essentiellement, enfin tous les secteurs, mais le chauffage, le transport évidemment est un gros secteur émetteur, l'agriculture, enfin bref, l'ensemble des secteurs qui nous font vivre, pour lesquels on est obligé d'investir. Et donc, si je prends que le problème de l'énergie, par exemple, on est à 80% aujourd'hui dans le bilan énergétique mondial à base de fossiles. Si on veut réduire la part de fossiles, tout à fait fondamentale, il faudrait arrêter complètement le charbon aujourd'hui. Totalement. Il faudrait se passer en grande partie du pétrole. Bon, on en est totalement incapable dans l'état actuel de la société. Donc on continue. Alors du coup, si on voulait le faire, si on le faisait, il y aurait un coût sur nous, évidemment. Les services que nous rend le pétrole dans les transports, ils n'existeraient plus. Donc on serait obligé de se déplacer autrement. Ce serait un changement de mode de vie qui est évidemment perçu comme un coût, parce qu'il faudrait trouver des substituts, il faudrait prendre plus de temps pour pouvoir se déplacer, il faudrait changer vraiment de mode de locomotion. Et donc ce coût-là, il est beaucoup moins visible que le coût direct du revenu, quand on dépense son revenu pour acheter un bien privé ou pour financer un bien public à travers l'impôt. Et c'est pour ça que cet arbitrage, il est beaucoup moins visible que le premier. Alors, je dis un petit mot maintenant sur l'inflation dans les deux domaines. L'inflation dans le domaine bien public, bien privé, c'est clair que ça renchérit les biens privés, essentiellement, aussi un peu des biens publics d'ailleurs, puisque les biens publics achètent des biens privés pour fonctionner, mais bon, les salaires pour l'instant ils n'augmentent pas, c'est pas les salaires des fonctionnaires qui augmentent le coût des biens publics, les salaires des fonctionnaires ils sont bloqués. Bon, les biens privés augmentent, donc ça pèse, et ça pèse évidemment beaucoup plus sur les ménages pauvres que sur les riches. Bernard Arnault, il en a rien à cirer de l'inflation, elle peut être à 20%, ça ne posera pas aucun problème. Pour le côté bien commun, l'inflation, elle a d'autres conséquences. Alors, elle a des conséquences qui sont un peu ambiguës d'ailleurs. Par exemple, elle a une conséquence évidente sur les transports. Sur les transports, l'essence coûte plus cher, donc ça pose des problèmes de mettre de l'essence dans sa bagnole et de pouvoir se déplacer comme on le souhaite. Et donc ça va réduire évidemment l'usage qu'on va avoir de sa voiture, donc ça va aussi être perçu comme un coût. Mais ça a aussi comme conséquence le fait que si vous luttez contre ce phénomène-là, par exemple en mettant 30 centimes l'essence à la pompe, comme ça a été fait dans le cadre de la lutte contre l'inflation, mesure stupide, parce qu'une mesure totalement uniforme, qui fait que Bernard Arnault, quand il va faire son plein, j'en veux à Bernard Arnault, quand il va faire son plein, il va payer 30 centimes de plus, vous pensez bien que ça lui fait ni chaud ni froid. Alors que quelqu'un qui est au chômage, lui, il a un vrai problème pour payer 30 centimes de plus. Donc c'est une mesure stupide, mais c'est aussi une mesure qui entretient dans l'idée qu'on ne peut pas faire autrement sans essence. Et donc qui, finalement, maintient un certain statu quo. Alors que la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'on peut continuer encore longtemps à avoir la structure de consommation qu'on a aujourd'hui ? Et l'inflation, telle qu'elle est, surtout si on lutte en essayant de la diminuer, elle ne remet pas en cause cette structure de consommation. Au contraire, elle la maintient dans un certain statu quo. Se dire, ça va coûter plus cher, il faudrait revenir à avant, c'est en fait accepter le niveau des inégalités qui existaient avant.
Alors que si on voulait vraiment changer quelque chose, il faudrait revoir l'ensemble des répartitions dans l'ensemble de la société pour modifier très sensiblement les niveaux de revenus de chacun et pas seulement de revenir au niveau antérieur à l'inflation. Donc ça c'est un premier problème qui est lié au fait que l'inflation elle a un impact qui c'est ni bon ni mauvais, elle maintient un certain statut dans la société et elle ne change pas fondamentalement la consommation, et même les revendications qui disent il faudrait que les prix baissent, bah, c'est des revendications qui sont à demi-justes, parce qu'encore une fois, le problème c'est pas que les prix reviennent à ce qu'ils étaient avant. Le problème c'est de changer la consommation qu'on a. C'est de modifier sa structure. Il y a des biens qu'il faut arrêter de consommer, et même qu'il faudrait arrêter de produire. Et puis il y a d'autres biens dont il faut augmenter très sérieusement la consommation et la production. Et notamment des biens publics comme la santé ou l'éducation sont évidemment beaucoup plus prioritaires que Netflix ou Amazon, ce que fait Amazon. C'est totalement, on est en train de marcher sur la tête en développant l'un et pas l'autre. Donc, pour le dire, alors, comment il me reste là ? Il te reste justement, il te reste 2 minutes 20 et j'aimerais pas une inflation du temps. Non, d'accord, mais non, mais c'est très bien, je vais arriver juste à la fin. Oui, si on maintient cette idée que la consommation telle qu'elle existe aujourd'hui, finalement c'est un cadre indépassable, bah, à mon avis on fait une très mauvaise erreur d'analyse, parce qu'en réalité c'est précisément le cadre qu'il faut changer. Il faut changer de regard sur la consommation. Mais si on change de regard sur la consommation, il faut aussi changer de regard sur la production. Parce que la consommation n'est en général que la nécessité pour le capitalisme actuel de vendre ce qu'il produit. Et qui décide de ce qu'on produit ? Bah, certainement pas la majorité des travailleurs. La majorité des travailleurs, ils obéissent aux ordres qu'on leur donne. Ils ne contrôlent pas la production. Ils la fabriquent parce qu'on leur a donné l'ordre de le faire. Et donc ce qu'il faudrait remettre en cause fondamentalement, c'est le contrôle de la production qu'on a. C'est qui produit et quoi produire. Qui produit, qui décide, pas ce qui produit, mais qui décide quoi produire. Et ça, c'est une question qu'on ne pose pas. Alors évidemment, c'est une question très compliquée, parce que si on va au bout, ça remet en cause la propriété privée. Hein. C'est clair que si on va jusqu'au bout de cette question, la propriété privée, elle est totalement inacceptable, parce que elle impose le contrôle précisément de ceux qui ont la propriété sur le moyen de production. Et ça s'appelle un rapport social particulier qui est le capitalisme, et c'est ce rapport-là qu'il faudrait modifier en profondeur. Évidemment, ça ne va pas être simple. Et je vais terminer par une phrase qui n'est pas très optimiste, hein, clairement. C'est que dans la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, tant que extraire un baril de pétrole, émettre une tonne de carbone ou licencier un ouvrier seront rentables, eh bien la tonne sera émise, le baril sera extrait et l'ouvrier sera licencié. Et pour l'instant, on en est encore là. Merci, bravo. Alors bravo et merci à tous les trois de ces présentations extrêmement intéressantes. Alors justement, je veux éviter l'inflation du temps, mais il est possible de prendre un quart d'heure. Vous savez pas. Bon, on va essayer de prendre quand même un quart d'heure pour laisser un peu la parole au public. Et je reçois au fur et à mesure les questions sur mon téléphone mobile, et j'en ai eu une d'Edine Bécard qui s'adresse à toi, Anne. Donc, est-ce que tu peux préciser la part des ménages par catégorie des pauvres aux plus aisés, faisant référence au graphique? Donc, je suppose que c'est le graphique, effectivement, avec les quintiles. Et peut-on avoir une idée de comparaison avec un pays européen? Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, où en est la démarche des pollueurs-payeurs qui permettrait de récupérer de l'argent pour financer l'éducation, la santé, etc. Donc les taxes à la pigou. Hein, voilà, c'est cette question. Donc je commence par cette question-là. Je prendrai éventuellement d'autres questions. 5 minutes? D'accord. Donc, tu as moins de 5 minutes. Je vais aller vite sur les graphiques. Je ne les ai pas commentés, faute un peu de temps.
En fait, quand les graphiques sont des quintiles de revenus, ben, c'est par tranche de 20%. Hein. Donc, sur le premier graphique, qui était le graphique sur l'Europe, c'était les 20% des ménages les moins aisés. Sur le graphique que j'ai passé ensuite pour la France, qui allait de 2001 à 2017, hein, qui montrait comment la contrainte budgétaire des ménages les plus pauvres avait augmenté, ben là, je pense que c'était des quartiles, donc les 25% les plus pauvres, mais il faudrait vérifier. En tout cas, voilà, ça concerne quand même des parts conséquentes de la population, hein, et puis plus on rétrécit la focale et sans doute plus la contrainte monte. Sur la question des pollueurs-payeurs, alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'une taxe comme celle qui a mis le feu au mouvement des Gilets jaunes. Alors, l'idée de taxer les pollueurs, c'est quand même une idée assez néolibérale et qui fait que finalement, on va renchérir par exemple le prix de l'essence pour tout le monde sans tenir compte des besoins des uns et des autres. Donc, en ce sens, ceux qui peuvent payer vont continuer à payer et à polluer. Donc, je peux prendre l'exemple puisque c'est d'actualité, ceux qui ont un jet privé. Ça ne changera pas grand-chose qu'on applique la logique pollueur-payeur. Là, ce qui est pertinent, c'est plutôt les interdictions. Il me semble que c'est ce que commencent à faire les Pays-Bas. Par contre, pour revenir aux distinctions que tu évoquais, Gilles, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est celle du changement des modes de consommation, c'est-à-dire comment on fait pour que ceux qui ont besoin d'essence et qui n'ont pas les moyens de payer plus cher leur essence changent de mode de vie, utilisent les transports publics et là, il y a un rôle très important des services publics pour développer des transports, y compris en zone rurale. Voilà, ça renvoie à des questions d'organisation de la société. J'arrête là parce qu'on n'a pas le temps. Oui, et je veux laisser mes collègues répondre aussi. Ça poussera notre auditoire à lire de quoi avons-nous vraiment besoin. Donc très rapidement, j'enchaîne pour la question pour Jean-Paul Paulin. Alors, quid de la dette privée? Parce que quand on a une dette privée en France qui est de 160% du PIB, ça impose quand même des tendances déflationnistes à l'économie. Il est encore là ou pas? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, en effet, c'est vrai qu'on parle toujours des dettes publiques et que la dette privée a beaucoup augmenté, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs durant la période de la crise financière, puisque là, pour le coup, les banques ne prêtaient plus. Mais en effet, cette dette privée est un problème susceptible de poser des difficultés, peut-être moins en France que dans d'autres pays, parce que si vous prenez le Royaume-Uni par exemple, cette dette, elle est, la dette des ménages notamment, elle est en taux variable. Ce qui veut dire que quand la Banque centrale resserre ses conditions et donc fait monter les taux d'intérêt, ça augmente le coût de la dette pour les ménages endettés, ce qui effectivement est dans certains cas dramatique. Mais cette dette privée, il faut bien voir aussi que ça a été le produit des taux d'intérêt très bas qui ont prévalu. Et alors quand au fond on fait le bilan, qu'est-ce que ça nous a apporté, ces taux d'intérêt très bas? Essentiellement une augmentation du prix de l'immobilier. Hein. Et donc, il y a eu évidemment des constructions, mais pour l'essentiel, ça a permis d'augmenter le prix de l'immobilier sans que ceci permette justement de faire les investissements dont on a besoin, et les investissements privés dont on a besoin, et ce qui est évidemment une façon plus sûre de dynamiser l'activité économique et peut-être de la rendre plus verte. Merci beaucoup de cette réponse concise. Donc très rapidement, parce que Gilles n'a pas eu sa question et après on y mettra fin. Gilles, tu as parlé beaucoup de la question émergente des communs
Alors, outre ton livre « Fin de mois, climat, même combat », est-ce que tu as des références à conseiller à notre auditoire ? Bon, oui, il faut lire mon bouquin, mais le climat et la fin du mois avec un E majuscule, parce que c'est une réponse à un livre d'un collègue qui s'appelle « Le climat après la fin du mois », où il soutient la thèse que, en gros, on fait rien pour le climat parce que les gens sont trop accrochés à régler leurs problèmes de fin du mois. Et donc, en fait, ils sont égoïstes et il faudrait qu'ils soient moins égoïstes et qu'ils pensent aussi au climat. Mais comme ils pensent qu'à la fin du mois, on fait rien pour le climat. Et moi, je soutiens la thèse totalement opposée que si on fait pas l'un et l'autre, on n'aura ni l'un ni l'autre, pour le dire d'une façon rapide. Donc, c'est l'idée que je développe. Alors, j'en profite, je voudrais rajouter un tout petit truc pour donner un exemple, à mon avis, et en même temps, c'est un questionnement d'une politique qu'on promeut beaucoup aujourd'hui, c'est la voiture électrique comme un instrument majeur de la transition. Pourquoi la voiture électrique ? Bon, alors il y a un problème. Bon, d'abord, c'est l'électricité, c'est une énergie secondaire. Il faut la produire, et on la produit avec de l'énergie primaire. Donc, tout dépend comment elle est produite, l'électricité. Si elle continue à être produite avec du pétrole ou du charbon, la voiture électrique, ça va pas être génial. Bon. Et puis en plus dans les batteries il y a tout un tas de cochonneries qu'il faut aussi extraire, enfin bref. Donc le coût écologique c'est pas si évident que ça, il y a des conditions, etc. Mais surtout je pense que, et c'est ça le problème, il y a une demande évidente de faire des choses. Bon, donc la voiture électrique, on dit voilà, on a une politique formidable, on va construire des voitures électriques, des batteries et tout, donc on fait quelque chose, on prend le problème des transports à bras le corps. Mais en même temps, on ne fait pas une autre chose. Et pour moi, c'est pour ça qu'on fait la voiture électrique, qu'on la défend. C'est qu'on ne change rien dans les modes de mobilité. C'est-à-dire qu'on continuera à avoir des gens qui sont tout seuls dans leur bagnole. Elle est électrique, ça va bien. On aura des embouteillages de la même manière. Et donc, ce qu'il faudrait évidemment, c'est reconcevoir un système de transport qui serait beaucoup plus basé sur des transports en commun, efficaces, qui permettrait de relier des centres-villes à des banlieues, qui permettrait de relier des centres d'emploi à des habitations qui sont très éloignées, faire le contraire de ce qui a été fait pendant 30 ans avec la politique d'aménagement du territoire. Et le fait de promouvoir la voiture électrique, c'est finalement faire semblant de changer pour que rien ne change dans les modes de mobilité. Donc c'est le contraire, pour moi, d'une politique réellement ambitieuse. Merci aussi de ta concision. Donc je remercie l'auditoire d'abord, qui est jeune. Et une fois de plus, on salue nos auditeurs en ligne. Je remercie Anne, Gilles et Jean-Paul. Et voilà, bon, il faut partir parce qu'il faut laisser la place au suivant. Ben, merci.